Eh bien, vendredi 17 février dernier, le président de la République, Patrice Talon, installait la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur pour, dit-il, assainir les mœurs, promouvoir la conscience et veiller à la qualité du contenu des enseignements. Et comme il l'a si bien dit, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi sur le monde universitaire. Un leurre éphémère ou une heure nouvelle de rigueur. On va en parler avec mes débatteurs. Une renommée à l'extérieur, leurs travaux sont connus. Et chez nous ici, parfois, on a un certain plaisir à dévaloriser les compétences qu'on a. Vous ne pouvez pas faire du droit public aujourd'hui et ne pas citer le nom du professeur Joël Aïvo. Toute considération laissée à part. Donc, il y a des chercheurs qui font autorité à l'international. Donc cela veut dire que si ceux-là sont dans cet espace universitaire qu'on appelle l'université d'Abomey-Calavi, ça veut dire quand même que ceux qui y sont ont une certaine conscience de ce que c'est que la recherche. Maintenant, pour ce qui est de l'éthique, peut-être on peut comprendre. Maintenant, il y a des domaines dans lesquels on se pose des questions. Si vous avez des domaines pointus, ceux qui vont contrôler là, s'ils ne sont pas du domaine, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Moi, par exemple, dans notre domaine en linguistique, il y a un spécialiste de la linguistique comparative. Est-ce que dans cette délégation au contrôle à l'éthique, il y a des spécialistes? Il y en a que, c'est lui seul que je connais. Maintenant, il va se faire évaluer comment? Donc, les réserves que les collègues émettent sont des réserves de ce genre-là. Alors, vous allez vous faire évaluer par quelqu'un, par exemple, qui n'est pas de votre domaine. Si je comprends bien, Djibril Brosso, oui. Vous n'êtes pas contre? C'est normal. Pas du tout. L'honnêteté intellectuelle veut quand même qu'à un moment donné, on accepte de se faire évaluer. Ce n'est pas se faire abaisser. C'est obligatoire. Non, pas du tout, c'est obligatoire. Et la preuve, dans toutes les institutions sous-régionales, vous n'allez jamais voir les Béninois derniers de peloton. Alors, si à chaque fois que vous les mettez en compétition avec des collègues de la sous-région, vous n'allez jamais voir des Béninois derniers. Faites vos recherches. Mais ça, c'était avant. Maintenant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque université a une certaine vision. La devise de l'université d'Abomey-Calavi, c'est Mens Molem Agitat. La science agite la masse. Et cette science-là a toujours nourri les chercheurs à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, c'est vrai. Je peux émettre la réserve qu'il y en a qui peut-être peuvent ternir l'image, disons, de tous les professeurs. Mais ce qui fait mal... Peut-être il y en a. Reconnaissons-le. Oui, le problème, c'est que dans les médias, on jette les enseignants du supérieur en pâture. De telle manière, il y en a qui disent, bon, ce sont des bavards. Il y en a qui disent, ils sont là seulement pour faire des théories. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'université, vous avez deux axes. D'accord? Il y a la recherche fondamentale et il y a la recherche appliquée. Ceux qui font la recherche fondamentale, c'est normal qu'ils soient des bavards parce qu'ils ne font que des théories. Et la théorie doit nourrir la recherche appliquée. Alors, quand vous dites qu'ils sont des bavards, c'est comme s'ils ne faisaient rien, mais il a bien fallu qu'on réfléchisse, qu'on élabore des théories pour que ceux qui font la recherche appliquée puissent les utiliser pour nous fabriquer des choses d'autres pratiques, le portable, l'ordinateur et autres. Mais si on n'avait pas conçu, s'il n'y avait pas eu la réflexion, est-ce qu'on serait arrivé à quelque chose de pratique? Je vous assure, si les médias le veulent, faites un tour à chaque fois à l'université d'Abomey-Calavi, vous serez sidérés parce que malgré les moyens limités, eh bien, ceux qui y sont, et moi je suis fier de le dire, je suis fier d'appartenir à cet espace de l'université d'Abomey-Calavi, il s'y trouve des génies. Vous allez trouver des Einstein à l'université d'Abomey-Calavi, entre autres. Mais tant qu'on peut améliorer les choses, il faut le faire aussi. Oui, il faut améliorer. C'est dans une vision de qualité, c'est dans une vision... Oui, mais la vision de qualité... Oui. La délégation de contrôle, c'est pourquoi je dis, moi j'ai un avis réservé. Je ne peux pas dire c'est une mauvaise chose, je ne peux pas dire non plus c'est une bonne chose. Vous attendez de voir l'opérationnalisation de tout cela. Jean Fondé, vous avez écouté l'enseignant du supérieur qui ne dit pas oui, qui ne dit pas non, qui observe, qui semble sceptique, n'est-ce pas, quant à la mise en œuvre de cette délégation. Oui, j'apprécie beaucoup sa diplomatie langagière, malgré l'apparente passion qui sous-tend ces propos. Oui, c'est vrai, je suis d'accord qu'il soit d'accord qu'il faille mettre sur pied une délégation de contrôle de l'éthique, etc. Nous n'allons pas maintenir, je le propose, en tout cas, moi je suis là pour le faire, reconnaissant que cela se justifie. Ça se justifie pourquoi? Je disais tantôt que partout il y a des hommes, il faut un regard
pour canaliser afin que nous puissions continuer d'avoir de bons résultats. Vous venez de dire, et je le reconnais, que nous avons des génies. Mais le génie a besoin d'être titillé, d'être mis en compétition, d'être motivé pour que les ambitions soient décuplées. Mais un génie est titillé par un autre génie, justement. Justement, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'autres génies plus ingénieux. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'autres génies plus ingénieux. Et ce sont ces génies ingénieux qu'il y a dans la délégation de contrôle. Non, on ne sait pas. Non, nous n'allons pas. Parce que l'homme sait toujours peaufiner, améliorer ses capacités à faire en fonction des responsabilités qu'on lui confère. Nous n'allons pas insister sur le parcours de chaque membre de la délégation, de chaque individu, chaque délégant, chaque délégué. Oui. Alors, vous savez que, Fred Djibril, quand on va vous nommer président de la République, maintenant, vous allez commencer par marcher d'une certaine façon, voir le monde autrement. Oui, c'est ça. Donc c'est pour dire quoi. Ceux à qui on confie cette mission, même si au départ, ils avaient des parcours pas trop catholiques, la grandeur de la mission et celui qui l'a confié va les amener à se montrer encore plus exigeants. Oui, donc, tablons sur ça pour dire que ça va décupler, sinon ça va améliorer, ça va... comment l'Haïti par rapport au vin là bonifier, voilà, ça va bonifier leur génie. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une cause. En dehors de ça, quoi qu'on dise, nous sommes dans une société, on dit souvent que les personnes les plus à plaindre, les plus à craindre, ce sont ces personnes-là qu'on prend pour des génies ou qui le sont effectivement. C'est également des personnes qui sont intelligentes ou bien qu'on croit être plus intelligentes. Et donc, on a besoin de les canaliser. Vous savez, vous et moi, qu'il y a eu dans ce pays beaucoup de filles qui ont été empêchées de poursuivre leurs études à cause des professeurs. Ça, c'est des questions éthiques. Oui, pour les questions éthiques, moi, je ne mets pas les deux dans le même panier. Moi, je parle du contrôle en ce qui concerne la recherche. Pour ce qui est de l'éthique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est un fait. Attendez, lorsqu'on dit qu'il faut éviter qu'il y ait des doublons, en fait. À l'interne, il y a des corps de contrôle. À l'interne de l'université, il y a des corps de contrôle. Peut-être ont-ils montré leurs limites aussi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas sur la base de quel diagnostic. Je ne sais pas sur la base de quel diagnostic. Voilà. Ces structures. Quand on parle d'éthique, il y a des diagnostics formels et des diagnostics informels liés en matière, pour ce qui est de l'éthique. Oui. Pour ce qui est de l'éthique. Oui. Maintenant, pour ce qui est de la recherche, est-ce qu'il y a un diagnostic? Si oui, qu'on mette ça sur la table. Moi, j'aurais préféré simplement que l'on puisse dire nous avons besoin, vous voulez voir des bras opérationnels plus efficaces à l'université. Bien sûr. Nous avons besoin de tel moyen. Si vous ne donnez pas, alors nous situons les responsabilités. Donc, nous n'allons pas rester dans le confort pour dire qu'il n'y a pas plus génie que nous qui puisse venir apporter ou bien nous amener à produire mieux. Je pense qu'il vaut mieux se mettre dans cet état d'âme. Nous sommes en train de parler des personnes très responsables, et je le sais, mais au-delà de ça, il y a un père de la nation, un père de famille a le devoir, à un moment donné, d'imprimer une certaine direction. Justine Oviera. Merci beaucoup. Je pense, je suis parfaitement d'accord avec M. Djibril et je fais bien l'intervention de M. Jean Condé. Mais revisitons les missions de cette délégation. La réponse est là. Nulle part, les missions, j'ai pu retenir des propos de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Éléonore Yaïla Decan, les 4 missions fondamentales lors de l'installation. La première, qui est d'assurer le contrôle des enseignements et la formation des enseignants, ou bien l'évaluation des enseignants. À partir de ce moment, la délégation, ce n'est pas la délégation qui évalue, mais mettre en place un dispositif ou s'assurer, veiller à ce que cette évaluation soit permanente. La deuxième mission, veiller à la mise en œuvre et à la qualité des enseignants. Je pense qu'il faudrait qu'on ne voie pas la délégation comme cette instance qui, avec un couteau ou bien une rage, vient déjà talonner ou bien regenter. Non, mais nous sommes tous conscients qu'il y a un problème. Un problème. Dans cet environnement, il y a des enseignants. Moi, j'ai été formé par des enseignants. Nous avons tous fait l'université. Et si ces enseignants du supérieur étaient pourtant mauvais, nous ne serions pas sur ce plateau. Donc, reconnaissons d'abord ce mérite à nos enseignants. Mais dans une bergerie, il y a toujours des brebis galeuses. Et justement, il ne faudrait pas que ces brebis galeuses contaminent les brebis en bonne santé ou en état sain. D'où la troisième vient instruire les dossiers de manquement.
Donc la délégation est dans un rôle de veilleur et d'éveil. Et lorsque nous prenons la 4e mission, qui vient pratiquement couronner tout ce que j'étais en train de dire, proposer des mesures conservatoires ou des sanctions à l'effet de faire cesser ou punir tout manquement aux règles déontologiques. Donc, je souhaiterais que nous gardions, que nous convenions sur ce plateau, que la délégation n'est pas là en elle-même pour évaluer, ou bien ses membres ne sont pas l'évaluateur, mais c'est l'instance qui, comme le disait Madame la ministre lors de l'installation, c'est un bras opérationnel. C'est un maillon en appui au Conseil national de l'éducation. Mais reconnaissons, lorsque nous revoyons dans le passé, il y a des travaux qui ont précédé tout ça. J'en veux pour preuve. Le 10 juillet 2021, ce séminaire national sur l'élaboration d'une stratégie de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, dirigé par le chef de l'État lui-même en personne. C'est pour dire, ce n'est pas une décision qui est prise ex nihilo. Il y a des démarches en amont. Et lorsque nous entendons tout ce qui est dit dans l'opinion, a priori, le peuple n'est pas pour autant mécontent. Au contraire. Aujourd'hui, il y a des diplômés, mais il y a des intellectuels. Mais pourquoi certains enseignants du supérieur empêchent aux enseignants de bonne probité, de bonne moralité, comme M. Gibril, je le présume, de ne pas faire voir leur qualité, de ne pas laisser transparaître tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils déploient comme effort, comme pédagogie sur le résultat de ces apprenants, de ces étudiants. Mais ça, c'est pas seulement à l'université. Ça, c'est l'esprit qu'on a toujours appelé béninoiserie. Mais il faudrait qu'on en arrête. Ça traverse tous les domaines. Et pour finir, reconnaissons simplement que c'est une politique du candidat Patrice Talon qui est en train d'être exécuté. Et à partir de ce moment, nous pouvons dire qu'il y a 4 acteurs qui sont satisfaits. Le gouvernement qui montre sa volonté politique, le chef de l'État qui montre sa fidélité à une promesse pour montrer, pour faire l'exception à l'adage qui dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. Je pense que le chef de l'État fait l'exception. Deuxième acteur qui doit être content, ce sont les enseignants qui, à cause des droits de cuissage, des droits de jambage, ou ce qu'on appelle les propositions de notre enseignement transmissible, ne paraissent pas à faire voir la qualité de ce qu'ils font. Et troisième acteur, ce sont les apprenants eux-mêmes. Nous savons tous qu'en 1948, notre Bénin a été auréolé du titre de quartier latin de l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons? Il faudrait qu'on parvienne à redorer le blason de l'enseignement supérieur. Et comme le dit le chef d'État, une nouvelle ère souffle dans le secteur de l'enseignement pour qu'on redevienne ce quartier latin de l'Afrique. Et pour finir, le peuple béninois lui-même, qui aura maintenant des jeunes valides, comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est la porte d'entrée de tout grand développement. Gibril Brosso, vous avez cité des noms tout à l'heure, d'accord? On peut dire que c'est l'ancienne génération. Non, Joël Aïvo n'est pas l'ancienne génération. Quand vous citez François Abiola, c'est l'ancienne génération. Vous avez dit Joël Aïvo, ok, il y en a bien d'autres, mais plus récemment, Gibril Brosso, et en toute honnêteté, en toute objectivité, est-ce qu'on peut être fier aujourd'hui de ce que nous produisons, de ce que nos universités produisent? Alors, je vais vous répondre, Achida Biarama. En toute honnêteté. Achida Biarama, je vais vous répondre. Il faut tenir compte des moyens dont dispose l'université. Quand vous avez un enseignant qui, devant lui, a 1000 étudiants, et ce que je dis là, je suis peut-être minimaliste, 1000 étudiants, vous avez dans un amphi 1000 étudiants, et vous devez les faire composer. Vous devez corriger 1000 copies. Ça, c'est au bas mot. Alors, quand vous êtes dans ces genres de conditions, alors, comment vous pouvez avoir le résultat? Que ce soit à l'université d'Abomey-Calavi, que ce soit à l'université de Parakou, faites-y un tout ce que je dis, je n'invente rien du tout. Non, nous avons tous fait le campus. Donc le nombre des étudiants, première des choses. Deuxièmement, les moyens qui sont mis à la disposition des chercheurs. C'est pourquoi moi je vous dis, les gens qui y sont, ce sont des génies. Malgré leurs modestes moyens, vous les mettez en compétition avec des chercheurs de la sous-région, ils s'en sortent toujours. Alors, quelle que soit la génération et quel que soit le domaine, il suffit seulement de faire une enquête pour constater ce que je suis en train de dire. Donc, en ce qui concerne la recherche, je répète, personne ne peut refuser de se faire évaluer. Quand vous allez sur Google, faites des recherches sur Google, quel que soit, disons, le domaine, vous allez voir des Béninois qui font des recherches, qui produisent des articles à impact. Et qui sont sollicités par des institutions internationales pour des consultations. Alors, si des institutions internationales commettent des Béninois comme consultants, donc ça veut dire que quelque part, on reconnaît
leur niveau de compétence. Donc, ce que je suis en train de dire, je fais un départ entre les questions éthiques, droit de cuissage, tel qu'a dit, ça c'est autre chose. Ça, c'est la valeur humaine. C'est une question d'éducation. Et ça, on peut en parler du matin jusqu'au soir. Il y a des gens, c'est peut-être une maladie, je ne sais pas comment me l'expliquer. Surtout ceux qui bougent. Oui, et malheureusement, je reconnais, parce qu'on a des enfants, on a aussi des filles, il y a des choses que vous n'accepterez pas qu'on fasse à votre fille, mais qui se passent dans cet espace-là, c'est vrai. Pour les questions éthiques, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne la recherche, je dis à l'interne, il y a des corps de contrôle. Moi, la difficulté que moi j'ai pour apprécier, c'est est-ce que ça ne va pas faire un doublon? Déjà qu'il y a des corps de contrôle à l'interne, quel va être le rôle de cette délégation-là? Peut-être qu'à l'opérationnel, on pourra mieux apprécier. C'est pourquoi dès le départ, je vous ai dit, c'est difficile pour moi d'apprécier, parce que quand on n'est pas encore dans l'opérationnel, ce serait prétentieux de dire c'est bon, ce n'est pas bon. Franchement, c'est prétentieux. Mais ce que je reconnais, et moi je suis fier des chercheurs béninois, je vous assure qu'ils font la fierté de l'Afrique parce qu'ils se battent malgré les maigres moyens pour nous sortir des choses de ouf, pour parler un langage jeune. Vous en recevez souvent ici, dans votre émission, qui viennent vous parler des innovations. Vous n'allez pas vous imaginer, avec de maigres moyens, alors, des choses de génie. Il y a des non-dits dans ce que vous dites. Si je comprends bien, Djibril Brosso, ok pour la délégation, mais vous pensez qu'il y a des préalables. Absolument. N'est-ce pas? C'est bien cela. Absolument, absolument. Notamment le nombre pléthorique. Le pléthorique des étudiants par rapport au ratio enseignants et étudiants. Franchement, il faut faire quelque chose. Et il y a beaucoup qui sont maintenant des docteurs qui n'ont pas été recrutés. C'est-à-dire, il y a de vrais problèmes à l'université dont il faut tenir compte avant de penser vraiment évaluer comme on voudrait le faire. Moi, je ne suis pas un politique. Justino? Je ne suis pas un politique. J'aimerais juste demander à M. Djibril, pourquoi ne pas prendre le risque de croire que la délégation sera là pour régler ces préalables? Puisque nous ne sommes pas l'opérationnel. Donc, permettons-nous de croire d'abord. Mais on doit réfléchir. On doit réfléchir. Je suis d'accord avec vous. Donc, permettez-moi que je sois en train de réfléchir, d'agiter des réflexions autour. J'aimerais que sur ce plateau que nous voyons, il est vrai, peut-être que c'est ma posture de coach qui me met dans cette position, qui me met dans cette, à faire l'analyse dans ce sens. Mais voyons, derrière la chose, aujourd'hui, un diagnostic est fait. Diagnostic suivant lequel le système éducatif, pas seulement l'enseignement supérieur, non pas spécial sur l'enseignement supérieur. On est d'accord. Et vous allez voir que c'est une cure de réforme administrée dans les 3 ans d'enseignement. Commençant par le primaire, le secondaire a eu sa cure de réforme et nous sommes au supérieur. Et ça n'a pas commencé cette année, ça a commencé, je viens de donner une date depuis 10 juillet 2021 pour ne donner que cette date. Donc, considérons qu'il y a un diagnostic qui est fait. Ce diagnostic nous a poussé à mettre en place une proposition. Ne perdons pas de vue, ce sont des humains qui ont mis en place, qui ont fait cette proposition. Ce sont des humains, les membres du gouvernement, ce sont des humains comme vous et moi, ce sont des citoyens béninois qui, après le diagnostic, ont pensé mettre en place un organe en appui au Conseil national de l'éducation, qui est nouveau, parce qu'on ne connaissait pas cet organe. Donc c'est normal qu'on ait des craintes, qu'on ait des doutes, mais qu'on se permette également des espoirs lumineux, bien entendu. Et troisième chose, c'est déjà se fier, à défaut de l'opérationnel, voir le décret. Lire le textuel. Qu'est-ce qui est dit? Quelles sont les missions? Et ce qui est tellement... Vous savez, dans le passé, on a vu des agitations, des émulations, des volontés politiques, mais sans moyens. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur disait, dans son allocution, les moyens seront mis à votre disposition. Et le chef de l'État dira, en plus, avec de l'audace, pour dire que la mission ne sera pas facile. La mission ne sera pas facile. D'où il faut que ces membres ne soient pas dans la complaisance. Il faut qu'ils s'arment de courage, qu'ils s'arment d'audace, pour qu'à travers eux, nous puissions un jour donner la raison à cette délégation pour dire le chef de l'État a bien fait, le gouvernement a bien fait, et on dira peut-être qu'il faut reconduire ça. Et pourquoi pas constitutionnaliser? Jean Fandé, oui, Patrick Diassou, allez. En fait, je voudrais juste rappeler, enfin pour ceux qui ne l'ont pas entendu, le porte-parole du gouvernement avait émis pas des réserves, mais il avait essayé de recadrer l'idée. La délégation ne sera pas là pour
refaire, pour tester ceux qui ont déjà l'agrégation, pour qu'ils puissent repasser leur agrégation, ou qu'on puisse vérifier si le doctorat reçu. Donc, la délégation n'est pas là pour aller fouiller le CAMES pour voir ce qui s'est passé là. Et il a rappelé, il a encore martelé que cette délégation n'est pas là pour ce travail-là. C'est pas un travail de détruire tout ce qui avait été déjà fait. C'est pas une remise en cause de tout ce qui est fait, une remise en cause des diplômes qui ont été eus ou des grades de tous ceux qui sont à l'université. Mais la délégation est là pour pouvoir essayer de remettre dans la peau de ceux qui veulent essayer de pousser ceux qui sont déjà là en train de travailler, les pousser à s'améliorer, les pousser à tendre vers ce qui est plus positif et éviter tout ce qui pourrait être mauvaise conduite, tout ce qui pourrait être dérapage. Donc, c'est ce qu'il a essayé de dire. Mais je trouve que sur ce plan, oui, on a raison d'avoir peur par rapport à cette délégation, par rapport à tous les pouvoirs de la délégation, mais en même temps, il faut qu'on sache raison garder. S'il y a eu des dérives, et M. Boussoula a reconnu des dérives sur le plan éthique, il faut quand même qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une instance pour pouvoir taper du poing sur la table. Parce que jusque-là, on en parle simplement, mais il n'y a rien eu. On pourra dire quelques professeurs, ils ont été traduits, mais c'est juste quelques professeurs, juste quelques exceptions. Et le président Patrice Talon l'a dit, oui, on va évoluer dans le débat, Patrick Yosso, le président Patrice Talon l'a dit, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignant, une qualification complémentaire sera requise. Je sais qu'à ce niveau, il y a encore grincement dedans. Djibril Brosso. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, moi j'ai un avis réservé parce que j'attends toujours. Et plusieurs collègues sont dans ma posture. On attend de voir. Vous êtes dans l'attente. Oui, on est dans l'attente, on aimerait voir. Mais ce serait bien si cette instance, comme le dit mon ami Justino, peut apporter quelque chose de nouveau pour en appui surtout aux structures de contrôle qui sont déjà à l'interne, pourquoi pas? Parce que voulons-nous? Nous voulons un Bénin dont l'élite va le plus loin possible. Oui. Et surtout, les filles, je comprends parfaitement ce désir de ne pas empêcher les filles d'aller le plus loin possible. Oui. Or, à l'université, il faut le reconnaître, certains collègues, et c'est des choses qui sont connues, certains collègues, malheureusement, font des choses qui sont moralement inacceptables. Et curieusement, ceux qui ne le font pas sont taxés d'être... oui, bien sûr, on connaît le milieu. Comme tout le monde. Oui, bien sûr. On connaît le milieu. Donc, de ce point de vue-là, moi, ça ne me pose aucun problème. Seulement, je voudrais qu'on ne tue pas l'intelligence, qu'on ne tue pas le talent dans ce pays-là. Parce que, je vais vous donner un exemple. Il est arrivé, par exemple, pour ce qui est, disons, du CAMES, où on va avec des dossiers pour évoluer en grade, il est arrivé... Et c'est dans cette même université-là qu'un collègue béninois prenne sa plume pour écrire contre un autre de ses collègues pour qu'on n'accepte pas ce dossier. Vous nous verrez ça dans notre pays africain. Il n'y a qu'au Bénin qu'on est là pour se tirer là-dessus, pour des broutilles la plupart du temps, alors que les autres, ils évoluent. C'est pourquoi je dis, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est qu'en réalité, les Béninois, c'est difficile de les mettre ensemble pour construire quelque chose de grand. Je ne sais pas si c'est dans nos gènes. Oui, si. Écoutez, et ce que je dis, c'est dans tous les domaines. Oui. Prenons les domaines que je connais le mieux. Regardez, prenez dans le domaine culturel. À part le groupe Polyrythmo, ou dans une moindre mesure, Black Santiago, donnez-moi le nom d'un orchestre qui a pu traverser des générations. Vous n'en trouverez pas. Parce que tout simplement, quand des gens se mettent ensemble, il y a toujours un pour trouver qu'il est le plus intelligent, un autre pour trouver que non, l'autre gagne beaucoup plus, et eh bien, on va se mettre là à se tirer les pattes, à se tirer dans les pattes. Et dans tous les domaines, c'est comme ça que cela se passe. Et ça n'a rien à voir avec
la science, ça n'a rien à voir. En Oui, fait, oui, c'est c'est vrai. le prototype, c'est le format du béninois, Non, tel qu'on le connaît. Et moi, j'ai fait une étude là-dessus. Et bizarrement, quand vous prenez ces mêmes béninois à l'extérieur, ils sont très brillants. Prenez un béninois à l'intérieur qui est étouffé, qui n'arrive pas à éclore, vous le mettez à l'extérieur. Pourquoi vous parlez d'étouffer? Qui c'est qui l'étouffe? Non, pas l'environnement ou peut-être aussi d'autres personnes. Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je n'arrive franchement pas à me... Il y a comme un genre de mentalité. Oui, un genre de mentalité qui empêche les gens d'avancer. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi de le dire. Je supporte à peine le bénino-pessimisme. Parce que depuis la naissance de l'espèce humaine, les hommes ont souvent été... Vous êtes très philosophique ce matin. Oui, ont souvent été à la fois bons et mauvais. Le Bénin ne fait pas une exception macabre. Et c'est un pays merveilleux, surtout quand vous avez l'opportunité d'écouter d'autres nationalités. Vous savez, c'est pas pour amuser la galerie, mais c'est pour dire, un jour, j'étais colocataire, il y a quelques années, avec un Congolais, RDC, et un matin, je me suis réveillé, je l'ai appelé et je lui ai demandé, mais monsieur Mambo, est-ce qu'il y a la sorcellerie chez vous? Il dit, quand il se balade ici, le jour, la nuit, c'est chez nous qu'ils viennent dormir. Alors, sur ce plan, vous voyez. Et ensuite, je voudrais nous inviter à un peu plus d'optimisme, parce que le Bénin, c'est un pays qui crée. En 90, on ne croyait pas à cette histoire de conférence nationale, mais le Bénin s'est fait spécialiste en la matière. Ensuite, même sur le plan sportif, c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir peut-être avec le domaine scientifique, quoique il y ait beaucoup de points à valoriser. On demande souvent aux champions de battre leur propre record. Et s'il y a des génies, que les génies battent leur propre record. Et j'ai aimé quelque chose, dans le discours du chef de l'État, j'ai perçu quelque chose. Il faut que chacun cherche à être expert dans son domaine. Absolument. Et vous voyez, vous parlez avec tellement de facilité, tellement de conviction, mais tellement d'expertise qu'on présage déjà du type de professeur que vous êtes. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et je sais qu'on a souvent tendance à... Oui, justement. Et on a souvent tendance à projeter sur les autres son image à soi. Vous avez eu de bons maîtres, c'est bon. Mais on dit souvent que tout homme reçoit deux types d'éducation. La première, celle qui vient des autres, et la seconde, la plus importante, c'est celle qui se donne à lui-même. Alors c'est pour dire quoi? C'est pour souligner simplement que l'installation d'une délégation, je pense aussi qu'il faut y voir une démarche d'honnêteté politique. Honnêteté politique et quelque part aussi scientifique. Pourquoi? Parce que le gouvernement aurait pu mettre sur le campus des barbouzes. Oui, qui infiltrent toutes les filières, des espions, qui rapportent tout à tout moment. Au Conseil national d'éducation, qui fait monter les informations. Oui, des barbouzes, donc des agents et c'est de la part de la présidente qu'on catapulte maintenant sur les institutions internes de contrôle pour dire il y a tel qui a fait ceci, demander lui qui n'est plus qualifié à continuer d'enseigner. On se serait senti mal à l'aise. Mais lorsqu'on sait qu'il y a une institution fêtière et officiellement condamnée, qui n'a même pas de bras opérationnels pour agir, pour condamner qui que ce soit, et qui va évoluer par rapport, par compte rendu et peut-être aussi par une certaine négociation, moi je pense que nous pouvons nous inviter à une évolution dans le temps. Et puis, c'est aussi de la justice. On a toujours cru que l'université, on dit en fond, qu'on dit noir l'avant. Donc, c'est un bio-vol au final, ça dit qu'il n'y a plus de justice là-bas. Et on veut nous démontrer simplement que personne n'échappe à cette idée de justice et surtout de contrôle. Nous ne sommes plus à l'ère où on dit, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc, je pense que, comme vous le dites si bien, attendons un peu pour voir. Certainement, d'ici quelques semaines, quelques mois, on va se retrouver encore sur ce plateau pour faire un point partiel ou bien un point définitif. C'est à cela que je nous invite. Tout professeur, oui. C'est surtout par rapport aux médias. Il ne faut pas projeter l'image de l'universitaire béninois comme quelqu'un qui est un bavard, comme quelqu'un... Parce que c'est souvent l'image qu'on projette des universitaires dans les médias béninois. À mon avis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste.
Et pour le faire, il faut plutôt faire des enquêtes, aller sur le terrain pour découvrir les créations, les innovations, les recherches qu'on y fait. Moi, dans le domaine où je suis par exemple, moi je déploie cela souvent. Je suis un sociolinguistique. Vous savez, à l'EATB ici, j'ai écrit un article par exemple sur le français parlé par les présentateurs télé. Et je suis sûr que vous ne le savez pas. Alors, souvent il y a des recherches qui sont faites à l'université dont les gens ne sont pas au courant. Vous avez... Oui, mais à qui la faute? C'est pas non. Ce n'est pas à l'universitaire de venir vers les médias. Oui, on préfère du 1er décembre, du 1er janvier au 31 décembre, c'est le tout politique. C'est le tout politique. Vous nous mettez plein dans la tête tout le temps la politique. Regardez, il y a des journalistes en langue nationale qui, pour la plupart, ont été formés dans le département des sciences du langage et de la communication d'Abo Mekalavi. Alors, quel lien il y a entre la structure des journalistes en langue nationale et les structures de l'université qui forment dans toutes les langues nationales? Aucun lien. Alors qu'il y a des recherches sur chacune des langues béninoises à l'université. Vous voyez, en fait, c'est qu'il y a une certaine distance entre les chercheurs et les médias, et chacun a l'impression que l'autre ne fait rien. Alors, quand on est dans cette dimension-là, eh bien, on a l'impression que ça n'avance pas. Donc, en tout cas, nous ici à l'OITV, on ne pense pas que vous êtes des bavards. D'accord, ok, je suis rassuré. Oui, on pense qu'il y a des enseignants, des enseignants de renommée, des enseignants de qualité. On envoie les étudiants pour aller à la rencontre de ceux qui se montrent déjà experts dans le domaine. Oui, Justino. Oui, ce que M. Djibril dit est tellement vrai. Cependant, il faut nuancer pour dire... Tout dépend de votre position, de votre degré de culture. Que M. Patrick Josoul ne doit pas être favorable, puisque lui, il recherche beaucoup. Il cherche et il recherche. J'en dis pareil pour vous, j'en dis pareil pour M. Jean Fandé. Donc, bref, tous ceux qui ont déjà cette volonté intrinsèque d'aller vers la recherche vont tomber sur des ouvrages, sur des produits, les fruits des recherches. Cependant, il faudrait qu'il y ait une politique. Je ne sais pas de qui cela va venir. Est-ce que ça va venir du peuple ou des chercheurs? Mais qui est un lien de transmission des fruits des recherches vers les cibles, vers les destinataires légitimes, afin que ceux-là sachent qu'il y a vraiment un travail. À mon avis, c'est aux médias de faire ce travail. C'est leur boulot. C'est aux médias. Le point d'interrogation reste là. Cependant, moi, ce que je vois par-dessus tout, reprenons notre place. Reprenons notre place. Nous avons été quartiers dans l'atteinte de l'Afrique et nous pouvons le reprendre. Donc, ce n'est pas une ambition vaine, ce n'est pas une ambition chimérique, mais c'est juste une récupération de ce que nous avons été de par le passé. La politique, c'est là de gérer la cité. À partir de cet instant, on peut croire que c'est ceux qui ont la capacité, la prédisposition de la gestion de la cité qui peuvent entrer en politique, d'où les chercheurs également. Et ce n'est pas aussi notre faute, hein, Djibril Brossou, si parfois la rubrique des faits divers nous renvoie des histoires rocambolesques, tout droit venu de l'université d'Abo Mekalavi. Oui, une seule goutte dans la mer. Malheureusement, ça nourrit la polémique, ça s'enfle. Quand le train vient à l'heure, ça ne vous intéresse pas. Quand le train vient à l'heure, ça ne vous intéresse pas. Là, le problème, tout le temps, le train vient à l'heure à l'université. Mais ça, il suffit seulement que le train soit en retard, et c'est cela qui vous intéresse. Vous êtes formateur. Une chose est sûre, même si on dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, la vue de l'hirondelle fait penser au printemps. C'est vrai. Merci en tout cas pour ce débat intéressant. Claude Azalou qui nous suit de la maison, qui trouve le débat très intéressant. Maurice Tanton pour le relais des opinions, des avis des téléspectateurs sur les réseaux sociaux à qui nous avons posé une seule question depuis ce matin. Comment accueillez-vous l'idée d'évaluer régulièrement les enseignants du supérieur? Ils ont été, je pense, nombreux en tout cas à répondre à cette question. Maurice Tanton, bonjour. Bonjour Rachidette Biomaman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, ils ont été très nombreux à avoir réagi à la question du jour de ce jeudi matin et il faut dire que les avis sont relativement partagés. Si globalement les internautes accueillent très bien cette idée d'évaluer régulièrement les enseignants du supérieur, il y en a quelques-uns qui ont émis des réserves sous forme même d'interrogation. C'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires qu'on a pu glaner sur la toile ce matin, sur Facebook et sur Twitter.
Twitter. C'est sur Facebook que je vais commencer avec cet internaute qui s'appelle Moïse Assoclé qui nous écrit que évaluer quelqu'un, c'est l'estimer à sa juste valeur dans un domaine donné. Concernant les enseignants du supérieur, c'est une bonne idée, mais il faut chercher à savoir si cette évaluation sera certificative ou non. Dans l'un ou dans l'autre cas, écrit-il, cela va quand même permettre à ces enseignants de rester en permanence dans les recherches pour que les étudiants puissent en profiter. Enoch Aïpé nous dit l'évaluation régulière n'est pas le problème. L'actuelle préoccupation, selon lui, c'est de savoir celui qui va évaluer les enseignants du supérieur. Nous savons qu'être professeur d'université, ce n'est pas qui veut, ce n'est pas non plus un simple cursus. Le gouvernement ferait mieux d'organiser des formations d'ordre pédagogique. Autrement dit, former les enseignants à mieux transmettre leur message à travers de nouvelles méthodologies adaptées aux contextes locaux, conclut Enoch Aïpé. Lambert Audan, toujours sur Facebook, nous dit cela permettra à nos professeurs de ne pas se reposer uniquement sur leurs connaissances antérieures en nous enseignant la même chose de génération en génération. Ils vont se cultiver intellectuellement. Je crois bien que c'est la vision du gouvernement, sinon ça ne servira qu'à régler le compte de certaines personnes. Nuance encore Lambert Audan sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Un dernier avis sur notre page Facebook, Pentuas Ganou écrit que cette délégation est la bienvenue car le non-respect de l'éthique et de la déontologie par certains enseignants du supérieur est une réalité. Ceux qui ont fait la faculté savent que plusieurs enseignants ne respectent jamais le quota horaire. Mais la question est de savoir si cette délégation pourra réussir la mission, s'interroge Pentuas Gaou, car il s'agit de leurs aînés et leurs collègues du CAMES s'inquiète. C'est internaute. Deux avis, on va prendre sur Twitter. Zinvo Edo Parfait dit la décision est salutaire car cela existe déjà dans d'autres corps de métier. C'est une démarche de qualité. Le recyclage et la formation des enseignants peuvent en découler. Donc cette mesure apportera quelque chose de positif à chaque partie. Sa pérennisation est vivement souhaitée. On termine avec Canling Francis qui nous dit c'est la meilleure réforme pour ce secteur. Celle-ci va, dans un premier temps, pousser l'enseignant, aussi compétent qu'il soit, à se rendre disponible. Elle va l'amener à très souvent actualiser le contenu de son cours et limiter les relations entre ses étudiantes et lui. Voilà, ma chère Rachidat Biomama, ce que nos amis internautes ont dit du sujet de ce matin. Voilà, vous l'avez si bien dit, les avis sont partagés. Djibril Brosso, vous les avez entendus, nos internautes? Ouais, ça ne me surprend pas parce que tout le monde, l'université, en fait, est le reflet, disons, de ce que les gens vivent au sein de la communauté. J'avais dit dans mes anciennes prises de parole que, en fait, ceux qui y sont, ce sont aussi des gens du peuple. Alors, que les avis soient partagés, c'est tout à fait normal. Une fois de plus, je voudrais dire que la science s'est démocratisée et on peut maintenant, ce n'est plus comme avant où il y a certains enseignants qui étaient les seuls spécialistes dans leur domaine et qui terrorisaient les apprenants. Cette époque est révolue. De plus en plus maintenant, avant même que vous n'évoluiez, pour devenir professeur titulaire, il faut avoir formé il faut avoir pris sous votre aile un certain nombre d'étudiants, avoir formé un certain nombre de doctorants. C'est d'ailleurs pourquoi il y a les laboratoires. Donc, moi, l'université des années 50 ou bien des années 60-70, où il n'y avait que quelques spécialistes, c'est vraiment révolu. Maintenant, de plus en plus, dans tous les domaines, vous voyez des professeurs qui ont le rang de professeur titulaire et de plus en plus jeunes en plus. Vous voyez de plus en plus jeunes et qui ont, disons, un profil assez intéressant. Et je voudrais qu'on ne les jette pas en pâture pour faire croire qu'à l'université, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Pour moi, ce sont des génies. En ce qui concerne le comportement d'ordre moral, il y en a parfois qui ont des comportements qui laissent à désirer. Et essayer de recadrer, ce n'est pas mauvais de ce côté-là. Voilà ce que je voudrais dire. Merci en tout. Vous, messieurs, votre mot de la fin rapidement, oui. Oui, moi je voudrais une fois de plus rendre hommage à nos maîtres parce que, disons, nos universités regorgent de talents
regorge de personnalités qui font la fierté de ce pays, et ce serait injuste de jeter tout le monde en pâture. Dans mon domaine, la linguistique, on sait qu'il y a de grands noms. Le professeur Ompati, qui jusqu'à présent est l'un des consultants pour l'UNESCO. Vous avez l'ancien recteur de l'université d'Abo Mekalavi, le professeur Dacruz. Vous avez le doyen honoraire de la FLAC, le professeur Flavien Guitor, qui dirige, qui est le père scientifique de notre laboratoire, le labo d'Ilcal. Il y en a comme ça, à l'appel, vous allez toujours trouver, quel que soit le domaine, des enseignants qui ont un profil recherché à l'international. Vous avez certainement lu dans les réseaux sociaux la réaction du professeur Ascension Boyanro, qui est à la retraite, et quand vous lisez, disons, ce qu'il a produit, vous voyez son ressenti. Donc, en fait, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des gens qui veulent vous aider à améliorer la qualité de votre prestation. On ne peut pas refuser ça. Et en plus, de nos jours, surtout nous sommes en 2023, je le répète, c'est l'ère de la démocratisation du savoir. Vous ne pouvez pas enseigner n'importe quoi et n'importe comment. Même votre apprenant pourrait vous relever. Donc, dès lors qu'on est dans un contexte comme celui-là, il n'y a rien, personne ne peut mystifier les apprenants. Les apprenants d'aujourd'hui ne sont pas les apprenants d'hier, et on est tous conscients que les enseignants doivent mettre à jour leurs connaissances, et c'est ce que tous les laboratoires s'évertuent à faire. Une fois de plus, merci de m'avoir associé à ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maurice Non, je retiens que, comme M. Djibril l'a dit, il n'y a pas une résistance face à l'avènement de cette délégation générale au contrôle dans l'enseignement du supérieur. Mais je pense que les autorités aussi doivent entendre les contributions, je le dis comme ça, qui remontent depuis que cette décision est annoncée, parce que, comme on l'a dit, on est dans un temps de réforme. Depuis 2016, le président Talon ne fait que des réformes. Et ce que je salue, et que je sais aussi que le gouvernement est capable de faire, c'est d'évaluer ces réformes. Et on a vu aussi que sur certaines réformes, il y a eu de l'amélioration, de l'adaptation à l'aune de la pratique de l'opérationnalisation. Donc je pense que à partir du moment où l'idée est partagée, que ce soit par les enseignants, que par l'exécutif, qu'il faut améliorer les choses, il faut laisser le processus continuer et rester ouvert à l'idée de l'améliorer, de faire des contributions positives. Ce que j'entends aussi le plus souvent, c'est que les enseignants, les universités disent on n'a pas assez de moyens et on veut davantage, disons, nous mettre la pression. C'est ça que j'ai beaucoup entendu dans les propos de M. Djibril, avec les meilleurs moyens. Donc je pense que c'est un appel, voilà, c'est un appel que les enseignants lancent à l'exécutif. Et peut-être que si le gouvernement, dans un premier temps, avait injecté plus de moyens avant d'avoir sa délégation, ça allait passer un peu plus doucement que ce qui se passe actuellement. Mais je pense qu'on va avancer. Jean Fondé. Merci Rachidat. Excusez. C'est vrai, la décision a été prise, certainement bien mûrie avant d'être prise. Mais comme je viens de le dire, Maurice, il faut continuer d'être à l'écoute de tous les débats qui entourent pour pouvoir améliorer le tir, c'est dans la mesure du possible, parce que comme on le dit souvent, il vaut mieux se dédier que de se détruire. Il ne faut pas rester trop campé sur les décisions et tous les détails de départ. L'autre chose, c'est de donner... si dans ce comité, dans ces délégués, il y a des personnes dont le profil laisse à désirer, ce n'est pas encore tard pour leur demander humblement de se retirer. Ce n'est pas encore tard pour le faire. Et la troisième chose, c'est d'avoir confiance, parce que un gouvernement responsable qui opère des réformes, c'est qu'il a déjà prévu les moyens qu'il doit mettre au service des autres, parce que faut pas qu'on souffre de moyens. C'est simplement ce que j'ai à dire, tout en rendant hommage à tous ceux qui nous ont donné le savoir, les connaissances, et qui continuent de le faire avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour, beaucoup de toutes les forces en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Ouais. Mais merci beaucoup pour cette tribune que vous nous offrez. Vous savez, le 22 décembre, le chef d'État disait quelque chose: on est champion lorsqu'on est passionné. Et m'adressant à M. Djibril, des passionnés comme vous dans l'enseignement, nous en avons à foison.
À partir de ce moment, cet organe vient pour célébrer votre effort, pour célébrer tout ce que vous faites. Des goulots d'étranglement qui empêchent de revoir, de constater à travers vos apprenants tout ce que vous investissez comme moyen, en temps, en finances et aussi bien en affection. Au-delà de tout, soyons positifs, soyons optimistes. Le Bénin, le développement, nous y sommes. Voilà, 7 membres pour ce contrôle. Epiphane Soroeno, Cyril Goubedji, Rose Fiamoré, Fokoku, Pogo, Norbert Nkonou, René Xavier Perrin, Jules Degila. Voilà, 7 membres pour cette délégation au contrôle de l'éthique dans l'enseignement supérieur. Et comme le président de la République l'a dit, leur action résolue est attendue pour sonner la fin de la routine, de l'incompétence et des déviances professionnelles et comportementales, ou pour les faire sanctionner avec la dernière rigueur. Et comme vous l'avez si bien dit, Gabriel Bourseau, vous les avez à l'œil. C'est bien cela, non? De toute façon, vous observez de près. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires. Il y en a merci. qui sont nos enseignants. Donc,